Le 3 novembre 2006, Michelle Young a perdu la vie dans des circonstances extrêmement violentes. Elle a été frappée à mort. À côté d'elle se trouvait sa fille, Cassidy, 2 ans, qui est retrouvée indemne. Mais en attendant les secours, elle a erré auprès de sa mère. Elle a aussi mis une petite peluche sous la tête de sa maman, pour qu'elle ne souffre pas trop. Jason, le mari, n'était pas présent cette nuit-là, il était en voyage d'affaires. Michelle Young était enceinte de 5 mois quand sa sœur l'a retrouvée dans sa chambre, décédée. Quelques années après, Jason Young est mis en état d'arrestation et accusé du meurtre au 1er degré sur sa femme et le bébé à venir. Mais il crie son innocence. Certes, ce n'est pas un bon mari, mais il n'est pas un tueur. En plus, il a un alibi en béton. Il était à plus de 400 km de la maison, dans un autre état. Bienvenue sur la chaîne Avec Malice. Aujourd'hui, on se plonge dans le meurtre atroce de Michelle Young et tout cela à travers le procès de son mari, Jason Young. Procès qui est extrêmement controversé. N'oubliez pas que cette vidéo a pour but de discuter, de s'informer et de comprendre les faits. Tout se passe dans la ville de Raleigh, en Caroline du Nord. C'est un état du Sud. Les gens y ont un accent long et traînant. Au nord de cet état, il y a la Virginie, à l'est, l'océan Atlantique, et à l'ouest, les Appalaches, du moins une partie de ces grandes montagnes. La ville est entourée d'une zone rurale très boisée, une belle campagne. À Raleigh, il y a aussi une université prestigieuse où il est difficile d'entrer, c'est l'université de Caroline du Nord. Michelle Young, elle, n'est pas née en Caroline du Nord. Elle est née le 17 février 1977 dans l'État de New York, dans la petite ville de Séville. Ses parents, Alan et Linda, l'ont élevée avec beaucoup d'amour, tout comme sa sœur Meredith qui est née 3 ans après elle. Michelle était une bonne élève et plus elle grandit et plus elle excelle. Sans doute parce que à la maison l'ambiance est morose. Son père et sa mère se sont séparés. Ils ne se parlent plus. Mais ils ont quand même décidé de vivre sous le même toit, pour les enfants. Quand Michelle est acceptée à l'université de Caroline du Nord dans le domaine de la finance, ses parents divorcent. Meredith, alors âgée de 15 ans, restera avec sa mère dans l'État de New York. Michelle s'intègre très bien dans cette université et elle fait partie les premières années de l'équipe de Pom-Pom Girl, mais elle doit abandonner parce que les études lui prennent trop de temps. Par contre, elle continue d'assister aux matchs de football américain. Elle adore l'équipe de football de l'université, les Wolfpack, la meute de loups. Et malgré l'éloignement, Michelle restera extrêmement proche de sa mère et de sa sœur aussi. Et les deux viendront souvent lui rendre visite en Caroline du Nord. Michelle est décrite comme quelqu'un d'inspirant et d'attentionné, très organisé. À 23 ans, Michelle décroche son diplôme et elle est engagée dans une petite société du centre de Raleigh. Pour son anniversaire, à l'âge de 24 ans, ses amis l'amènent dans un bar branché de Raleigh, le Pour House. Et là-bas, elles vont faire la fête, jusqu'à un moment donné où un homme très maladroit lui renversera un verre de vin sur elle. Il s'excusera longuement et lui offrira un autre verre. C'est Jason. Il est maladroit, certes, mais extrêmement charmant. Tous les deux ont plein de points communs. Notamment, ils viennent de la même université et surtout, ils adorent les Wolfpack. Jason n'habite pas à Raleigh, il habite à 400 km chez ses parents. Lui aussi a fini l'université et il est embauché comme représentant commercial dans la société Black & Decker. Il vient de temps en temps à Raleigh pour retrouver ses amis et faire la fête avec les anciens copains de l'université. Jason a grandi à Brevard. Il a 2 sœurs, Heather et Kimberly. Leur père est décédé alors que Jason n'avait que 5 ans. 2 ans après, sa mère retrouvera un homme qui s'appelle Garrett Entire. Et selon les 3 enfants, il a été un très bon père pour eux. La famille et les amis de Jason le décrivent comme un coureur de jupons et surtout qu'il pouvait être odieux quand il avait bu. Mais sinon, à part ça, c'était quelqu'un de marrant, intéressant, qui aimait camper et faire de longues randonnées dans les Appalaches. Malgré que Raleigh est loin, Jason fera quand même le trajet tous les week-ends pour aller voir Michelle. Et tous les deux passeront beaucoup de temps ensemble. Et au bout d'un certain temps, Jason changera d'emploi. Il se fera embaucher à Raleigh dans une grosse société pharmaceutique. En fait, c'est son domaine. Et il deviendra représentant commercial. C'est un très bon emploi et il a un très bon salaire. En plus, il habite à Raleigh avec Michelle. Et donc, ils s'installent ensemble. Au bout de 2 ans, Michelle tombe enceinte.
Et c'était pas prévu, ni pour elle, ni pour lui. Michelle souhaitait avoir un mariage traditionnel, acheter une maison avant d'avoir un enfant. Et elle sait que Jason n'est pas prêt, tout comme elle en fait. Mais après quelques jours de réflexion, ils décident tous les deux de garder le bébé. Et aussi, ils décident de se marier. Tout simplement, dans son entreprise, Jason a une très bonne assurance santé, ce qui n'est pas le cas de Michelle. Donc ils vont se marier en octobre 2003 pour qu'elle puisse bénéficier de son assurance. Le 29 mars 2004, naît la petite Cassidy. Heather, la sœur de Jason, dira qu'il était heureux, elle ne l'avait jamais vu aussi ému. Quant à Michelle, elle semble s'épanouir dans cette maternité. Et quelques mois après, en août 2004, ils achètent une très belle demeure, une grande maison avec 7 pièces dans un très beau quartier. Ils aménagent tous les trois avec leur chien, Monsieur Garrison. Il y a un grand jardin, le quartier est familial et très agréable. Pour Michelle, c'est la maison de ses rêves. Il y a un très grand jardin à l'arrière clôturé, où le chien passe ses journées. Cette maison semble faite pour un couple qui veut beaucoup d'enfants. Mais surtout, pour l'instant, ça permettra à la mère de Michelle d'être hébergée quand elle vient de New York pour leur rendre visite. Ce qui est extrêmement fréquent. À ce moment-là, Meredith, elle, est venue vivre à Raleigh, près de sa sœur. Elle va commencer à l'université de Caroline du Nord. Elle est spécialisée en psychologie familiale. Et elle leur propose que si ça les arrange, elle peut faire la nounou pour Cassidy. Jason et Michelle sont enchantés. Le père de Michelle, Alan, lui s'est remarié avec une femme qui s'appelle June. Et June et Michelle ne s'entendent mais pas du tout. Résultat, les relations avec son père se sont un peu effritées, même s'il leur rend visite de temps en temps. Jason aime beaucoup le père de Michelle. Après le mariage et la maison, le couple décide de faire un testament aussi. Et ils sont embêtés parce que s'ils venaient à décéder tous les deux, ils ne savent pas vraiment qui garderait Cassidy. Michelle voudrait que ça soit sa sœur, Meredith. Quant à Jason, il préférerait que ça soit sa sœur, sa grande sœur, Heather, parce qu'elle est mariée et elle travaille, alors que Meredith est encore à l'école et surtout, pour se faire de l'argent, elle travaille aussi le soir dans un bar. Michelle capitule et ils décident tous les deux de revoir cette situation dans 3 ans. Linda, la mère de Michelle, est de plus en plus présente. Michelle adore sa mère et elle l'appelle tous les jours. Et elle lui dit tout. Elle lui dit toutes les disputes qu'elle a avec son mari, Jason, et tous leurs problèmes conjugaux. Jason le sait. Et donc, quand sa belle-mère vient à la maison, il est extrêmement mal à l'aise. En juillet 2006, Michelle retombe enceinte. Mais cette fois-là, c'est voulu. Les deux voulaient un enfant. Jason rêve d'avoir un garçon. Ils sont tous les deux très contents. Mais quand les portes de la maison sont fermées, on sait qu'il y a énormément de disputes. Jason n'est pas content de sa vie sexuelle dans le couple. Et à partir de septembre 2006, on sait qu'il va commencer à aller voir ailleurs. Parce que Jason est souvent en voyage d'affaires. Mais quand il s'en va, ce n'est pas toujours pour le travail. Notamment en octobre 2006, c'est le 3e anniversaire de mariage du couple. Et il ne pourra pas être là parce qu'il travaille. Mais en fait, il est avec une amie de Michelle, en Floride. En octobre 2006, il y a autre chose qui chagrine Jason. Sa femme vient de lui annoncer qu'elle aimerait que sa mère, Linda, vienne vivre avec eux pour la fin de sa grossesse. Elle voudrait au moins qu'elle vienne de Thanksgiving, c'est-à-dire la fin du mois de novembre, jusqu'en janvier. Et Jason n'est pas du tout d'accord avec ça. Il n'aime pas trop sa belle-mère, mais qu'elle reste avec eux pendant plus de 1 mois, ce serait trop. Ils apprennent aussi à ce moment-là le sexe du bébé. Elle est enceinte de 4 mois et demi et c'est un garçon. Ils le prénommeront Ryan. The technician, the baby turned, and you could see kind of the legs, and you could kind of see a little male part, yes. À ce moment-là, les disputes qui se passaient à l'intérieur de la maison se déroulent aussi en présence des amis et de la famille. Le couple va mal. Le 2 novembre, Jason passe l'après-midi à jardiner. Il a rendez-vous le lendemain matin à Clintwood, c'est-à-dire à 500 km de Raleigh, pour un rendez-vous médical avec un hôpital. Il doit y vendre des fournitures, c'est un rendez-vous très important et très stressant pour lui. Il décide donc de partir le soir et de faire la moitié du chemin.
Comme ça, il ne restera plus que 250 km à faire le lendemain avant le rendez-vous de 10 heures. Il a donc réservé un hôtel à mi-chemin dans la petite ville de Hillsville. Michel a prévu de passer cette soirée-là avec sa meilleure amie, Chelly Chad. Elle arrive vers 18h30 et prépare tout pour le repas. Jason est encore là et quand elles se mettent à table, il part. Après le repas, Michel donne le bain à Cassidy, qui a maintenant 2 ans. Elle lui met une couche pour la nuit et un joli petit pyjama rose fantaisie. Ensuite, elle la met au lit. Avec Chelly, elle regarde le dernier épisode de Grey's Anatomy. Et à la fin de l'épisode, elles vont parler toutes les deux. Michel se confiera à elle sur le fait que Jason ne veut pas que sa mère vienne vivre avec eux pendant 1 mois et demi. Et que cela entraîne d'énormes disputes. Ils ne sont pas heureux à ce moment-là. Au moment de partir, Chelly a un mauvais pressentiment. Et toute la soirée, elle dira qu'elle a eu l'impression d'être observée. Elle en parlera même avec Michel qui lui dira que non, elle n'a pas peur. Elle n'a jamais peur dans cette maison. Le lendemain, le 3 novembre, Meredith est réveillée vers 12h15. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Et elle a travaillé une bonne partie de la nuit. Elle va voir sur son répondeur et entend un message de Jason. En fait, il a laissé plusieurs messages. Il lui dit qu'il est embêté parce que la veille, il a fait un achat pour Michel, un cadeau pour leurs 3 ans de mariage. C'est un sac à main d'un grand designer que souhaitait sa femme. Mais il veut lui faire la surprise et il a oublié dans l'imprimante de son bureau tous les papiers relatifs à l'achat qu'il a fait de ce sac. Il a peur qu'elle tombe dessus. Il souhaiterait que Meredith passe dans la journée et ramasse tous ces papiers pour pas que sa femme les voie et pour que cela reste une surprise. Meredith trouve ça un petit peu bizarre parce que l'anniversaire des 3 ans de mariage, c'était 3 semaines avant. Pour Meredith, ce n'est pas un problème. Elle comptait passer chez sa sœur de toute manière cette journée-là. Elle y arrivera un petit peu plus tôt avant que sa sœur ne rentre du travail. Vers 13h15, Meredith arrive devant chez sa sœur. Elle remarque que le porche de l'entrée est allumé. Il y a encore la lumière. Pourtant, cette journée-là, il faisait un soleil splendide. Elle s'engage dans l'allée qui mène au garage et se rend compte que les lampadaires aussi sont allumés. Elle sort de sa voiture, marche jusqu'au porche et là se rend compte qu'elle a oublié les clés. Elle se dit que c'est pas grave, le portail du garage est brisé et on peut le soulever manuellement. Elle soulève le portail du garage et s'aperçoit que la voiture de sa sœur est là, garée. Ce qui n'est pas normal parce que Michel devait être au travail à ce moment-là et Cassidy à la garderie. Meredith rentre dans le garage et se dirige vers la porte qui donne sur la cuisine, qui n'est jamais fermée. Quand elle ouvre la porte, elle n'entend que le couinement du chien. Et ça, c'est pas normal parce que d'habitude, Monsieur Garrison, le chien reste dans le jardin, dans la cour arrière, qui est clôturée par une palissade en bois. Apparemment, il est à l'intérieur de la maison. Et il couine. Elle appelle sa sœur, mais personne ne lui répond. Au bout de quelques mètres, elle s'aperçoit qu'au sol, il y a le sac à main de sa sœur. Donc elle est là. Elle décide de prendre des escaliers pour se diriger à l'étage. Quand Meredith arrive en haut des escaliers, elle voit dans le hall des taches de sang, comme des pas. Sur sa droite, dans la salle de bain, il y a une multitude de taches au sol. Mécaniquement, sans réfléchir, elle avance dans le hall jusqu'à la chambre principale. La porte est entrebâillée, elle la pousse, et là elle découvre sa sœur. Sa sœur est allongée sur le ventre, la tête face contre terre. Il y a une petite peluche entre le sol et son front. Elle est coincée entre le lit et le placard. Il y a du sang partout, sur les murs, sur les coussins, sur les draps. Quand elle la touche et qu'elle l'appelle, elle se rend compte que sa sœur est froide. Elle fait vite le tour du lit pour atteindre le téléphone. Elle veut appeler le 911. Et quand elle compose le numéro, Cassidy surgit de sous les draps. Elle s'était cachée là. Meredith l'attrape et la prend dans ses bras. À ce moment-là, le répartiteur de l'urgence répond. Tell me exactly what happened. I think my sister's dead. Okay, tell me what happened, ma'am. I have no idea. Oh my God. Meredith, en même temps qu'elle est au téléphone avec l'urgence, elle portera Cassidy dans sa chambre. Et elle reviendra dans la chambre de Michel pour essayer de lui faire des manœuvres de réanimation. Mais très rapidement, elle se rend compte que c'est trop tard. Il est trop tard depuis longtemps, en fait.
Quand elles sont dehors, Meredith se rend compte que la petite Cassidy est toute propre. Elle n'a pas de sang sur elle. Elle n'a aussi aucune blessure physique. Elle ne semble ni stressée ni traumatisée à ce moment-là. Et elle ne fait que parler. Mais ce qui est le plus exceptionnel pour Meredith, c'est que Cassidy est propre. Elle n'a pas de couche et son pyjama est sec. D'ailleurs, le pyjama n'a pas d'éclaboussure de sang. Elle a le pyjama rose qui a été mis la veille. Ce sera confirmé par Shelly plus tard. Mais l'analyse en laboratoire montrera qu'elle a des minuscules gouttes de sang. Elle était présente. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui est venue pour tuer Michelle a pris soin de la petite Cassidy. Les policiers commencent l'enquête de suite. La première chose qu'ils remarquent à l'extérieur, c'est qu'il y a un tuyau d'arrosage qui est défait. Et quelqu'un s'en est servi, il y a de l'eau autour. Mais ils ne trouveront aucune trace de sang à cet endroit-là. Il n'y a aucune trace d'effraction non plus dans cette maison. Et au premier étage, il y a 2 traces de sang sur la poignée de la porte qui mène jusqu'au garage. Et c'est le sang de Michelle. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Le premier étage n'est pas en désordre. Tout est comme avant. So there's a shirt that's on the counter, Halloween candy, different drinks, a refrigerator, and the sonogram from her pregnancy. Le médecin légiste dira dans ses constatations que Michelle a subi de violents coups. Une trentaine de coups lui ont été portés, au visage et à la tête. Mais surtout, Michelle s'est défendue. Et le médecin légiste, hélas, ne pourra pas dire à quelle heure Michelle est décédée. Et ça va avoir son importance dans l'affaire. Quand elle est retrouvée, Michelle porte un bas de jogging blanc. En haut, elle a un hoodie avec une fermeture éclair qui est fermée. Elle a une chaussette, l'autre est à côté du lit. Seen pictures of the way she was dressed when she was found. Yes, I have. Is that something that she would wear to bed? No, I don't ever recall her wearing something to bed that would have a zipper on it. That's just not what she would call comfy clothes. Dans la chambre, les inspecteurs remarquent qu'elle avait un tapis de course. Il est allumé, mais il ne marche pas. Et là se pose la première question. Est-ce que Michelle a été assassinée, battue alors qu'elle dormait, c'est-à-dire vers 3h, 4h du matin, ou bien plutôt vers 5, 6h du matin, elle s'est levée pour faire son sport et là elle a été attaquée? Il découvre que dans la main de Michelle, dans la main gauche, il y a un cheveu. Ce cheveu ne correspond pas à ceux de Jason. Et en fait, ce cheveu ne correspond à personne de connu. Quand il la retourne, il y a aussi quelques cheveux sous son corps. D'une personne inconnue aussi. They got a DNA profile that didn't match Jason Young, that didn't match Michelle Young, and to this day is unknown. It's unknown. Il découvre dans la chambre aussi que sur la commode, il y avait une petite boîte à bijoux avec 3 tiroirs. 2 des tiroirs ont été vidés et jetés. La police trouvera sur ces tiroirs 2 empreintes digitales inconnues. Il y a aussi au sol beaucoup de traces de pas. Notamment, il y a 2 traces qui partent vers l'extérieur. Les chaussures ont marqué les oreillers sur lesquels ils ont marché pour sortir. Il repère donc 2 marques de chaussures différentes. La première, c'est une taille 40-42 de la marque Hush Puppy. La deuxième marque de chaussures est une taille 38-40. Michelle est retrouvée entre son lit et le dressing de Jason. Et les inspecteurs remarquent que Michelle, alors qu'elle était allongée et sans doute décédée, elle a été bougée par quelqu'un pour que la personne puisse ouvrir la porte du dressing. À l'intérieur, ils voient qu'il y a des vêtements à terre. Il y a du sang partout autour du dressing. Et il y a une éclaboussure de sang qui montre qu'à ce moment-là, au moment des coups, la personne qui a frappé était près de la porte et que la porte était fermée. Ils se rendront compte que dans cette chambre, il n'y a pratiquement eu aucun vol. Dans la boîte à bijoux de Michelle, il n'y avait aucun bijou de valeur. Tous sont encore là. Et dans le placard de Jason, personne ne sait vraiment ce qui manque. Par contre, la bague de fiançailles et la bague de mariage qu'avait Michelle au doigt ont disparu. C'est la seule chose qui va manquer dans cette maison. Mais les inspecteurs diront que la brutalité de l'attaque suggère bien plus qu'un vol.
En tout, au deuxième étage, il y aura 6 empreintes digitales inconnues. L'expert dira que les empreintes digitales peuvent rester extrêmement longtemps et donc peuvent appartenir à des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire, voire même avec la famille Young. Notamment, ils vont retrouver les empreintes digitales de Alan Fisher qui n'était pas revenu dans cette maison depuis plus de 8 mois. Quant à Jason, ce 3 novembre, son rendez-vous s'est bien passé, mais il a eu une demi-heure de retard. Il se serait perdu. Il avait prévu après de passer chez ses parents qui habitent juste à côté. Et pendant ce temps-là, Pat, sa mère, a reçu la nouvelle. Quand il apprend que sa femme est décédée, Jason sera choqué. Ils décident tous les 3 de revenir jusqu'à Raleigh. Et quand Jason arrive chez lui, il ne parlera pas à la police et montera directement dans la chambre de sa fille pour s'allonger près d'elle. Le lendemain, il prend un avocat criminaliste qui lui conseille de ne pas parler à la police. Il aura quand même un ordre de la cour pour se rendre au poste de police pour des prélèvements ADN et voir aussi s'il a des blessures sur lui, ce qui n'est pas le cas. Il n'a aucun hématome ni aucune égratignure. Mais Jason ne fera aucun interrogatoire avec la police, aucune déposition. Mais le fait de ne pas communiquer avec les policiers ne va pas permettre à ce qu'il soit disculpé. Et cela n'aide pas la police à trouver une autre piste. Quand dans un couple il y a un mort et que c'est criminel, les statistiques montrent que c'est le conjoint qui est le coupable. Donc la police va se focaliser sur Jason Young. Ils comprennent de suite que le couple avait de graves problèmes conjugaux, que Jason ne se privait pas pour aller voir ailleurs. Dans les recherches téléphoniques, ils trouveront qu'il y a autant d'appels à sa femme que à sa maîtresse, à Michelle Monet. Ils trouveront aussi qu'il avait une autre maîtresse. Ils pensent aussi que le fait que le dressing de Jason était ouvert et qu'il y a eu des vêtements qui ont été pris, eh bien que c'est lui qui s'est changé après avoir tué et frappé sa femme à répétition. He didn't expect that when he got to that residence that there would be a fight. He didn't expect that there would be blood. What the defendant anticipated was surprising the victim, being able to strangle her to death. But that's not how it happened. He struck her, and there was blood all over the place. Qu'il a ensuite nettoyé et changé sa fille. Les policiers vont saisir sa voiture, sa Ford SUV blanche, et ils ne trouveront rien à l'intérieur, rien qui ne l'incrimine. Les policiers partent faire un tour à l'hôtel de Hillsville, là où il était censé être dans la nuit du 2 au 3 novembre. Ils décident de regarder la chronologie de la nuit. Et là, ils vont trouver un détail intéressant. Jason est donc parti le 2 novembre vers 19h. À 19h30, il s'arrête pour faire le plein d'essence. Il continue jusqu'à Greenboro, où là, il s'arrête pour manger au restaurant, au Crackle Barrel. Il sort du restaurant à 21h25 et il arrive au Hampton Inn à 22h50. Il porte un haut blanc. Il est filmé par les caméras de surveillance. À 22h54, alors qu'il est filmé dans le hall, il va enclencher sa clé magnétique pour ouvrir la porte de sa chambre. Et c'est la seule fois où la porte de la chambre est ouverte, à 22h54. La prochaine fois où la clé magnétique sera utilisée, ce sera la femme de ménage le lendemain matin. Vers 23h, Jason est sorti de sa chambre pour aller dans sa voiture. Il avait oublié son chargeur. Il dit qu'il est passé par la porte d'urgence qu'il y a à quelques mètres de sa chambre, au bout du couloir, et que comme il a vu que la porte à partir de 11h du soir ne pouvait plus s'ouvrir de l'extérieur, il a mis une branche. Après, il s'est rendu jusqu'à sa voiture, a pris son chargeur et est re-rentré dans sa chambre. Il n'a pas utilisé sa clé magnétique. À 23h58, il est filmé au lobby, où il prend le journal. Puis, il se dirige vers la porte d'urgence. Il passe sa chambre et réouvre la porte d'urgence. Et il dira qu'il voulait fumer un cigare. La clé magnétique, là non plus, n'a pas été utilisée pour la porte de sa chambre. Pour les policiers, c'est simple. Jason, à 23h58, il n'a pas fait que fumer un cigare. Il a pris sa voiture et s'est rendu à Raleigh. Il a mis à peu près 3 heures. Quand il est arrivé chez lui, il a tué sa femme, il a frappé violemment, s'est changé, a repris sa voiture et a roulé
vers l'hôtel. What else the defendant didn't expect was that on his way back, he would need to stop for gas. Sur le chemin du retour, vers 5h30 du matin, alors qu'il arrivait pas loin de l'hôtel, il s'est arrêté dans une station-service. Il a essayé de mettre de l'essence, mais à cette heure-là de la nuit, il faut passer au guichet. Jason n'était pas content parce que ça prenait trop de temps. Donc à un moment donné, après s'être disputé avec la gérante, il lui a jeté un billet de $20, est allé mettre pour $20 d'essence et est parti. La gérante, après avoir vu une photo, l'a reconnu à cause de l'esclandre qu'il a fait. Il était 5h30 du matin, quelques kilomètres avant Hillsville. He made an impression. She didn't forget him. À l'hôtel Hampton Inn, les policiers ils ont trouvé un témoignage du gardien de nuit extrêmement intéressant. Le gardien de nuit, quand il viendra à la barre, il expliquera que pendant sa tournée à 5h30 du matin, il s'est rendu compte que la porte d'urgence du premier étage n'était pas fermée. Elle était bloquée avec un caillou. Il a donc donné un petit coup au caillou et bien fermé la porte. À ce moment-là, il s'est rendu compte que la caméra de surveillance était débranchée. Il a donc rebranché. Et il est parti. Il a continué sa tournée. À 6h40 du matin, quand il regarde les caméras de surveillance, il se rend compte que celle du premier étage pointe vers le plafond. Il revient près de la caméra et il appelle le chef de la maintenance. Les deux vont repositionner la caméra vers le hall d'entrée. Et surtout, ils vont trouver ça extrêmement bizarre. Ce n'était pas arrivé depuis des années. Pour les policiers, il a dû arriver après 6h du matin, parce que dès 6h du matin, les portes d'urgence peuvent s'ouvrir de l'extérieur. Il a vu que la caméra était rebranchée, donc il s'est mis sur la pointe des pieds, il a attrapé le tuyau et poussé la caméra vers le haut. Là, il est rentré, il a pris ses affaires et est ressorti par la porte d'urgence. Les policiers sont incapables de savoir quand c'est qu'il a quitté sa chambre, parce qu'à partir de 23h58, on n'a plus aucune image de Jason. Il n'est plus repassé devant aucune caméra de surveillance. La seule, celle qui était près de sa chambre, donnait sur le plafond. La chambre était déjà payée, il n'avait plus besoin de passer à la réception. He planned to be able to leave that hotel without anyone knowing. Il a roulé jusqu'à son rendez-vous. À un moment donné, sur la route, quand il a appelé sa mère vers 7h40 du matin, il a appelé 28 fois. Et à chaque fois, ça n'a duré que quelques secondes. Pour la police, c'est un signe de panique. Il a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais à chaque fois, il a raccroché avant qu'elle décroche. Et il était sur la route entre Hillsville et Clintwood. Le procureur appellera aussi à la barre son ex-fiancée, Madame Cargo, et celle-ci expliquera que quelques jours avant le mariage, ils se sont gravement disputés. Et à ce moment-là, Jason a décidé de lui arracher sa bague de mariage qu'elle avait au doigt. He cut my finger getting the ring off. Once I told my parents what he'd done to me, there was no way they would ever let me follow through on the wedding. It just blew my mind that he didn't care. No remorse whatsoever. Et puis après, ce sera au tour des maîtresses de Jason de parler. La première viendra à la barre en larmes et remplie de honte. Elle a honte parce qu'elle connaissait Michelle et qu'elle a couché avec son mari chez elle alors qu'elle était enceinte de 4 mois, quelques semaines avant qu'elle ne meure. La deuxième, Michelle Money, raconte que Jason lui a expliqué que son mariage n'allait plus du tout, qu'il n'aimait plus sa femme et surtout que maintenant il voulait être avec elle. Moni est une très bonne amie de Michelle. Elles se sont rencontrées à l'université. Quand c'est au tour de la défense, ils n'ont pas grand monde à appeler. Mais ils ont quand même un témoin visuel. Quelqu'un qui est passé à 5h30 du matin devant les Young. Et cette personne était en voiture. Alors qu'elle roulait tranquillement devant la maison des Young, une voiture est sortie de l'allée. Elle a vu qu'il y avait 2 personnes à l'intérieur. Un homme et côté passager, sans doute une femme. The car was coming out of the driveway. About what time of morning was this? That was probably around 5:20 or so, 5:25, something like that. Again, and my bright lights hit the car, and there was two people in the car.
a driver and a passenger. The passenger I assumed was a woman, I don't know. Et d'après l'avocat de la défense, ce témoignage permet d'innocenter Jason, parce qu'il était impossible pour lui d'être là à 5h30 du matin. Il amène aussi le distributeur de journaux qui est passé vers 3h, 3h30, et il n'a vu aucune voiture devant chez les Young. Pour l'avocat de la défense, Jason Young est innocent. Il était à Hillsville alors que sa femme, certes, avait besoin de lui, mais lui, il n'a rien fait. Les jurés, après avoir délibéré pendant plusieurs heures, viennent voir le juge et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. 8 personnes pensent qu'il n'est pas coupable et 4 qu'il est coupable. Le procès est annulé. Il est reconduit pour 2012. Entre 2006 et 2008, la famille de Michelle, les Fisher, pouvait continuer à voir Cassidy. Mais dès la fin 2008, any attempts to talk to Cassidy on the phone, schedule a visit, cards that we sent, gifts that we sent were returned to sender, completely cut off. Et les absences de Cassidy lors des visites va énerver la famille Fisher. Ils décident de prendre un avocat et d'avoir une garde partagée. And then come August 1st, that primary custody would be transferred to me. She would start school in Wake County. She would live with me on a full-time basis. So in terms of this custody situation, did that come as a surprise to you? Very much so. À partir de septembre 2008, la petite Cassidy viendra vivre avec Meredith. Ils font aussi un procès à Jason au civil. Alors, au civil, c'est pour réclamer de l'argent. Et il est accusé de la mort injustifiée de Michelle Young. Jason et son avocat ne répondront jamais aux demandes de la famille Fisher. Pour la plainte en civil, il ne fera aucune déposition et surtout n'ira pas voir un psychologue comme il est demandé. À la place, il signera tous les papiers que la famille Fisher lui donneront. Il a signé ces papiers, c'est-à-dire que Jason est conscient qu'il est responsable de la mort injustifiée de Michelle Young. Et donc, la famille Fisher recevra les 15 millions qui ont été demandés à la plainte en civil. Les 15 millions, en fait, c'était l'assurance vie de Michelle qui avait été donnée à Jason à sa mort. Mais le problème, c'est que quand le procès de 2012 commence, le procureur va réussir à faire admettre en preuve les résultats de la plainte au civil, qu'il est responsable de la mort injustifiée de Michelle Young. Il a signé ces papiers, il ne les a pas réfutés. With the jury by unanimous verdict find the defendant Jason Lynn Young to be guilty of first-degree murder. En 3 heures, ils vont le mettre coupable du crime de Michelle Young. Il partira pour la prison à vie sans aucune possibilité de parole. Les jurés diront à la fin du procès que ce sont les résultats donc du procès en civil qui leur ont donné la conviction que Jason était coupable. Et certains jurés diront que ce qui est dommage, c'est que c'est sûr que quelqu'un était avec lui. Actuellement, Jason est toujours en prison. Il a demandé un appel il y a quelques années qui n'a pas été accepté. Mais je vous avoue que ce procès pour moi a une drôle de fin. Je pense qu'il est coupable. Mais pensez-vous qu'il y avait une autre personne avec lui? Une personne qu'on connaîtrait par exemple? Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. Listen to me, ma'am. I'm listening. Is she breathing? I don't think so. Michelle, she's cold. Okay. Kathy, come here, sweetie. I'm here with her daughter. Okay. Hey, did you know what happened to Mommy? Did she fall? Daddy,